Merci beaucoup, Monsieur Kwaku. Avant toute chose, je voudrais déjà vous remercier pour l'invitation, l'invitation à faire cet échange avec les inspecteurs généraux d'État et les inspecteurs généraux des ministères. C'est un privilège pour moi de pouvoir m'associer à cet événement qui me semble très important dans la mission que nous sommes en train de mettre en œuvre, en sachant que les inspecteurs ont un rôle fondamental à jouer en matière d'évaluation des politiques publiques. Alors, il m'a été demandé de discuter des méthodes et résultats d'évaluation des politiques publiques. Donc, c'est ce que je vais faire en mettant l'accent sur l'expérience du Bénin. Alors, je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, me présenter. Donc, moi, je suis Edoué Dimitri Agbojan. Je suis le coordonnateur du CLEAR, qui est le centre régional pour le renforcement des capacités en suivi et évaluation. Donc, les CLEAR, c'est des centres qui sont mis en place par la Banque mondiale dans des universités dans les pays du Sud. Et on a 6 centres répartis dans le monde, dont 2 en Amérique. Donc, un centre basé au Mexique qui couvre les pays d'Amérique latine, donc les pays espagnols, et un centre basé au Brésil qui couvre le Brésil et les pays lusophones d'Afrique, notamment la Mozambique, le Cap-Vert, etc. Et puis, on a 2 autres centres en Asie, donc le centre basé en Asie du Sud, qui est basé en Inde, et un autre centre qui est basé en Chine, qui couvre la Chine. Et en Afrique, on a 2 centres. On a le centre basé au CESAC, au Centre d'études africaines en gestion, à Dakar ici, qui couvre l'ensemble des pays francophones, et le centre basé à l'université de Wits à Johannesburg, qui couvre les pays anglophones. Donc, moi, j'ai le privilège d'être le directeur du centre qui est basé en Afrique, qui couvre l'Afrique francophone. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Notre mission, c'est vraiment de travailler à favoriser l'évaluation. Donc, que les interventions de développement puissent être évaluées. En cela, les centres CLEAR sont coordonnés par l'IEG, qui est le groupe indépendant d'évaluation de la Banque mondiale. Et donc, on fait les évaluations parce qu'on veut susciter l'apprentissage. Donc, l'évaluation n'est pas orientée vers la sanction, mais l'évaluation, c'est un outil d'apprentissage et un outil d'apprentissage pour améliorer ce qu'on est en train de faire. Et l'évaluation permet ainsi de prendre des décisions sur comment améliorer les choses. Donc, c'est ce triptyque-là qui est au cœur de nos interventions. Décider, évaluer et apprendre. Alors, pour cela, nous travaillons sur 4 dimensions. La première dimension, ce que nous appelons les business lines. Donc, la première dimension, c'est le développement de la culture de la décision basée sur les preuves. C'est d'amener nos décideurs à prendre des décisions basées sur les preuves, donc sur des résultats d'évaluation. Le business line 2, c'est de renforcer les capacités des cadres et spécialistes en suivi et évaluation. Donc, ça concerne des activités que nous menons en matière de formation, de développement d'outils techniques, de coaching, pour que les pays soient dotés d'experts pour faire les évaluations, pour commander des évaluations et pour utiliser les évaluations. Et cela, ces 2 activités, donc développement de la culture qui vise l'appui aux systèmes nationaux d'évaluation, la réglementation autour de l'évaluation, etc., et les activités de formation sont adossées à 2 autres business lines qui concernent la génération des connaissances, donc tout ce que nous faisons en matière d'études, de recherche pour promouvoir la connaissance en matière d'évaluation,
et enfin, pour partager ces connaissances à travers des activités de conférences, de tables rondes, de webinaires, d'échanges de tout genre. Donc, c'est ce que nous faisons. Donc, vous comprenez très bien que c'est un privilège pour moi de participer à cette rencontre parce que c'est vraiment en droite ligne de ce que nous faisons et c'est l'occasion de remercier les initiateurs et tous les participants d'avoir bien voulu organiser cette activité. Alors, comme je le disais, l'objectif de la présentation, c'est de discuter des méthodes et résultats d'évaluation de politique publique. Alors, quand je me suis amusé à voir les résultats des évaluations de la politique économique et sociale de la période 2016 à 2020 au niveau de la Côte d'Ivoire, ces résultats clés sont mis en avant dans le cadre du diagnostic qui a été réalisé, parmi lesquels il est proposé, par exemple, que les institutions, les politiques et la gouvernance soient améliorées. Donc, on veut mener un certain nombre de politiques, de programmes, de projets qui puissent permettre d'apporter cette amélioration et l'évaluation des politiques institutions nationales, ce qui a organisé par la Banque mondiale, a tendance à montrer que ces institutions, ces politiques, ces gouvernances ont été améliorées sur la période. La pauvreté en Côte d'Ivoire est en diminution constante depuis 2016. L'accès à l'électricité et à l'eau potable s'est élargi grâce à un certain nombre d'actions qui ont été menées. La création brute d'emplois total pendant la période 2016-2019 a été d'environ 2,85 millions, à la fois dans le secteur formel et dans le secteur informel. Je passe le reste parce que c'est des résultats que vous connaissez très bien et qui interpellent sur la question de l'évaluation. Quand on prend chacun de ces résultats, on se retrouve sur des interventions très complexes parce que améliorer les institutions, les politiques, la gouvernance, ça demande un certain nombre d'interventions interreliées pour pouvoir apporter ces résultats-là. Donc, la pauvreté étant multidimensionnelle, les causes de la pauvreté étant liées à plusieurs facteurs, que ce soit des facteurs de capital humain, des facteurs de capital économique, de conditions de l'environnement, sécurité, c'est un facteur qui demande aussi un certain nombre d'interventions qui sont par définition complexes. Donc, l'évaluation de la politique publique en soi, compte tenu des résultats recherchés, est une évaluation qui touche à la question de la complexité. L'évaluation de projet se distingue ainsi de l'évaluation de la politique de par ce niveau de complexité-là qui est induit. Alors, ce que nous, on essaye de faire et sur lesquels je vais m'appesantir un peu, c'est de voir dans un pays donné qu'est-ce qui a été fait en matière d'évaluation des politiques publiques sur une période donnée et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer pour pouvoir améliorer cela. Et ça, c'est un exercice que nous venons de terminer avec le Bénin, où nous avions pris l'ensemble des évaluations des politiques publiques qui ont été réalisées entre 2007 et 2019. Donc, on en compte une cinquantaine d'évaluations de politiques publiques. Et on a fait l'analyse de ces évaluations pour voir quels sont leurs points forts et leurs points faibles et qu'est-ce qui peut être amélioré, avec la perspective d'améliorer la qualité de ces évaluations pour favoriser l'utilisation adéquate de ces résultats dans la prise de décision politique. Alors, pour mener ce que nous appelons ici la méta-évaluation, effectivement, nous avions suivi une démarche classique d'évaluation où on passe dans une première phase par le cadrage de la mission
avec le commanditaire de l'évaluation, qui veut dire qu'on s'assoit avec le commanditaire de l'évaluation à travers les TDR que vous avez certainement vus au cours de la formation, pour s'assurer que les éléments qui sont mentionnés dans les TDR sont réalisables et cadrent avec les ressources mobilisées pour l'évaluation. Donc, le cadrage de la mission avec l'instance d'évaluation pour s'assurer que ce qui va se faire répond vraiment aux attentes du commanditaire. Ensuite, l'élaboration du rapport de démarrage, qui est un outil très important dans le processus de mise en œuvre de l'évaluation, parce que ça permet de consigner par écrit tout ce qui a fait l'objet de discussions lors du cadrage, lors des différentes échanges, pour s'assurer qu'on part sur de bonnes bases dans la mise en œuvre de cette évaluation. Ensuite, il y a la phase proprement dite de mise en œuvre de l'évaluation qui concerne la collecte, le traitement et l'analyse des données. Et puis, la phase de la rédaction du rapport provisoire de la mission, la phase de prévalidation pour s'assurer que les interprétations que l'on donne des résultats sont des interprétations valides et politiquement sensibles, politiquement correctes, pour pouvoir servir à l'utilisation. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir des résultats qui ne permettent pas une prise de décision. Donc, la prévalidation permet de s'assurer d'abord qu'on a pris en compte toutes les préoccupations liées à l'évaluation et qu'on tient compte des sensibilités des uns et des autres dans la présentation du rapport final de l'évaluation. Et donc, cela nous permet d'arriver à la phase 6, qui est la phase de validation et de livraison du rapport. Alors, quand nous parlons de méthodologie d'évaluation, pour nous, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte parce qu'on a parfois tendance à rétrécir la méthodologie d'évaluation à l'aspect collecte, analyse des données, mais si on le fait, c'est qu'on perd de vue tout le volet politique, négociation, discussion, concertation, qui est indispensable pour que l'évaluation reflète réellement les préoccupations des commanditaires et que ça puisse servir ensuite dans la prise de décision. Donc, toutes ces phases sont importantes, à mon avis, dans le processus de mise en œuvre d'une évaluation, quelle qu'elle soit. Ensuite, au-delà de cette démarche, de ces étapes, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on s'est appuyé en faisant cette évaluation. C'est d'abord le cadre théorique de référence. C'est-à-dire que pour faire l'évaluation d'une politique publique, puisque la politique est dans un cadre institutionnel de l'État, il est important de se référer à quelque chose qui bâtit la légitimité de l'évaluation qu'on va faire. Et pour nous, ici, c'est le guide méthodologique national d'évaluation. Au Bénin, on a la chance d'être dans un pays où il y a un guide méthodologique national d'évaluation qui est élaboré et sur la base duquel on peut faire l'évaluation. Donc, s'assurer que l'évaluation respecte les indications contenues dans ce guide méthodologique-là. Ensuite, il y a les sources de données. Dans le cas précis, il y a deux niveaux de données. Donc, les données primaires, donc, qui sont les rapports d'évaluation. Donc, pour nous, ici, il s'agit, en matière de revue documentaire, de faire une analyse des rapports d'évaluation. Et puis, les sources de données secondaires, qui sont les personnes impliquées dans la mise en œuvre de ces évaluations. Ensuite, l'outil d'analyse ici, qui est un outil de scoring avec des fiches d'interprétation, et puis un modèle d'analyse que nous avions défini ici comme modèle implicite, dans le sens qu'il y a une dimension d'interprétation des données que l'on a intégré dans l'analyse. Et puis, élément très, très important en matière de méthodologie d'évaluation que nous avions pris en compte ici, c'est la question de la triangulation des données. Donc, triangulation des données à la fois au niveau de la collecte,
mais aussi triangulation des données au moment de l'analyse. Donc, au niveau de la collecte, en utilisant différentes techniques de collecte de données, donc questionnaire, observation, entretien, mais aussi triangulation lors de l'analyse en recoupant les informations pour s'assurer que ces informations se complètent et pouvoir tirer des interprétations valides sur cette base-là. Alors, de ce que nous retenons de cette évaluation des évaluations des politiques publiques au Bénin, il ressort que d'une manière générale, les évaluations, quand on parle d'évaluation des politiques publiques, c'est à la fois des évaluations des politiques, mais parfois c'est des évaluations des éléments des politiques, donc des évaluations de programmes ou des évaluations de projets ou des évaluations de stratégie ou plan. Okay. Et pour cela, on a en gros sur la cinquantaine d'évaluations qu'on a au Bénin, 52% concernent des programmes et projets. Donc actuellement, et ça c'est une tendance qu'on a dans la plupart des pays, c'est que d'une manière générale, les évaluations des interventions publiques aujourd'hui portent essentiellement sur les programmes et les projets. Et il y a peu d'évaluations sur les politiques, stratégies et plans. Et ça reste un défi, encore que le Bénin est un des rares pays à avoir fait autant d'évaluations initiées par le gouvernement, donc une cinquantaine d'évaluations initiées par le gouvernement lui-même. Et il y a très peu d'évaluations sur les politiques, les stratégies et plans. Et la difficulté méthodologique, la plupart du temps, c'est la disponibilité des données, parce que l'évaluation, c'est un élément nouveau dans la plupart des pays. Donc, dans la plupart des cas, on n'a pas l'évaluabilité des politiques. C'est-à-dire, ce n'est pas possible d'évaluer la politique parce que les conditions de définition de la politique n'avaient pas permis d'avoir les données nécessaires pour pouvoir faire cette évaluation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a très peu de politiques, de stratégies et de plans qui sont évalués. Encore moins, il y a moins d'évaluation sur les réformes et les mesures gouvernementales. Lorsque le gouvernement prend une décision, une loi, ou lorsqu'on met en œuvre une réforme, par exemple, prenons la réforme des finances publiques, la réforme du budget programme, jusqu'à quel niveau on arrive à évaluer l'efficacité de cette réforme, les coûts d'opportunité de cette réforme pour dire cette réforme a permis vraiment de faire ce qu'il faut faire et d'atteindre les objectifs qui sont recherchés. Et ça, c'est quelque chose qui est très peu réalisé dans nos pays et qui reste encore un gros chantier en matière d'intervention, en matière d'évaluation des interventions publiques d'une manière générale. Maintenant, au-delà de ces objets d'évaluation, il y a la question même du type d'évaluation qui est mise en œuvre. Et on constate que dans le cas précis du Bénin, la majorité des évaluations sont des évaluations finales, donc des évaluations à la fin des programmes ou des politiques pour voir ce qui a été réalisé. Et la plupart, c'est des évaluations de mise en œuvre, de voir comment la politique a été mise en œuvre et quels sont les enseignements qu'on peut en tirer. Ce qu'il y a très peu, c'est les évaluations d'impact, donc voir les effets de long terme de la politique. Est-ce que la politique mise en œuvre a réellement transformé les conditions de vie des populations? Et ça, c'est des questions sur lesquelles on a très peu d'informations aujourd'hui parce qu'il y a très peu d'évaluations compte tenu des enjeux statistiques, mais aussi méthodologiques autour de l'évaluation d'impact. Ce qu'il y a d'un peu plus fréquent, c'est aussi l'évaluation à mi-parcours, qui est des évaluations réalisées pour pouvoir corriger le tir lors de la mise en œuvre de l'évaluation. Et puis, au Bénin, il y a très peu d'évaluations ex-ante, donc d'évaluations avant le lancement des politiques. Alors,
On a vu que dans un certain nombre de pays, par exemple au Togo ou en Côte d'Ivoire, il y a aujourd'hui l'institutionnalisation de l'évaluation ex ante, notamment dans les programmes d'investissement. Ça veut dire qu'il y a obligation pour faire une évaluation avant de faire valider une politique ou de mettre en œuvre un projet d'investissement. Ça, c'est l'intention qui est là. Mais le constat qu'on a à travers les études de cas qu'on a analysées, c'est que dans la majeure partie des cas, l'évaluation ex ante, au lieu de venir pour permettre de prendre des décisions sur est-ce qu'il faut mettre en place la politique ou pas, ou est-ce qu'il faut mettre en place cette loi, ou est-ce qu'il faut mettre en place cette mesure ou pas, l'évaluation ex ante vient, dans la plupart des cas, pour juste confirmer des choix qui ont été précédemment faits. C'est-à-dire qu'on a déjà, dans le cadre de la politique générale du parti au pouvoir ou du régime, on a déjà pensé à un certain nombre de politiques et on utilise l'évaluation ex ante pour légitimer ou pour confirmer ces choix au lieu de l'utiliser vraiment pour prendre la décision. Et ça reste encore un défi à corriger dans la plupart des évaluations ex ante qui sont réalisées dans nos pays. Donc, la situation qui est ici présentée au niveau du cas du Bénin avec une primauté pour les évaluations finales peut être différente quand on va d'un pays à un autre, dépendamment de la manière dont l'évaluation a été institutionnalisée dans le pays. Mais ce qui est très important, c'est que chacune de ces évaluations joue un rôle très important dans le processus de pilotage de la politique et il convient qu'on puisse en faire davantage pour s'assurer que les interventions publiques sont efficaces. Par la suite, quand on prend les secteurs d'intervention des politiques qui sont évaluées, allô? Oui, OK. Donc, quand on prend les secteurs d'intervention des politiques qui sont évalués, on constate que, d'une manière générale, il y a beaucoup plus d'évaluation dans les secteurs comme l'agriculture, l'élevage, la sécurité alimentaire, ce genre de problématiques. Et ça s'explique par une tendance historique, parce que le secteur de l'agriculture est un secteur qui porte souvent sur des projets qui, par tradition de l'ingénierie, des ingénieurs agricoles, tradition de la discipline même de l'agro-industrie, il y a plus d'évaluations qui se font dans ce secteur-là que dans un certain nombre de secteurs. Et ça, c'est une tendance qui est aussi souvent observée dans la plupart des pays. Donc, secteur de l'agriculture, élevage, sécurité alimentaire, avec l'influence aussi des bailleurs qui travaillent sur ces secteurs et qui ont tendance à soutenir les activités liées à l'évaluation. Ensuite, on a le secteur de la gouvernance, grâce notamment aux travaux de la Banque mondiale, il y a un certain nombre d'évaluations qui sont faites aussi sur ces questions-là. Par contre, il y a des secteurs laissés un peu en rade en matière d'évaluation, comme le secteur de l'emploi d'une manière générale. Et ça, c'est une interprétation pour tous les acteurs qui interviennent sur l'évaluation des politiques publiques, parce qu'aujourd'hui, la question de l'emploi est une question fondamentale pour nos économies, mais on constate qu'il y a très peu d'évaluation sur les programmes qui ont trait à l'emploi. La difficulté aussi, c'est parce que l'emploi, d'une manière générale, touche à plusieurs secteurs, à plusieurs interventions, et donc l'évaluation de ces programmes-là n'est pas en soi aisée. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, la FD avait initié entre-temps l'évaluation
du programme d'emploi des jeunes. Bon, je ne sais pas où ça en est actuellement, mais il y a très peu, d'une manière générale, de ce genre d'évaluation de par nos pays. Et d'autres secteurs sociaux comme le tourisme, le numérique et la digitalisation, qui sont encore des secteurs où il y a très peu d'évaluation. Donc, d'une manière générale, les évaluations sont réparties de manière hétérogène compte tenu du secteur d'activité et cela dépend de l'historique même de l'évaluation, des pratiques disciplinaires de ces différents secteurs et des intérêts des parties prenantes, notamment des bailleurs qui, pour la plupart, soutiennent ces évaluations. D'où la nécessité pour la plupart des pays de se doter de plans ou de stratégies nationales d'évaluation qui permettent de définir quelles sont les priorités en matière de politique à évaluer et comment est-ce que les moyens nationaux peuvent être mobilisés pour pouvoir faire ces évaluations. C'est la seule manière pour s'assurer que les évaluations sont vraiment articulées par rapport aux priorités nationales. Si les évaluations restent toujours dominées par des ressources mobilisées au niveau des partenaires techniques et financiers, on a toujours ces biais-là compte tenu de l'influence des différents parties prenantes. Alors, des leçons apprises en matière méthodologique dans la mise en œuvre des évaluations, je vais mettre l'accent sur trois éléments qui me semblent très importants. Le premier élément, c'est la cohérence des choix stratégiques. C'est-à-dire que quand on est en train de mettre en œuvre une évaluation, il y a 5 questions qui sont sur la table. La première question, c'est quel est le problème qu'on veut régler avec l'évaluation? Et quel est le problème qu'on veut régler? Est-ce que c'est par exemple pour corriger le programme qui est en cours? Est-ce que c'est pour apprendre de l'efficacité du programme pour voir est-ce que c'est quelque chose qui marche et pouvoir prendre des décisions par la suite? Est-ce que c'est pour concevoir un nouveau programme? Il faut que ce problème-là soit bien identifié et soit bien clair pour toutes les parties prenantes. Ensuite, il y a la question des questions évaluatives. Donc, par rapport au problème posé, quelles sont les questions que l'on se pose et auxquelles l'évaluation doit répondre? Et adossé à ces questions, il y a les critères d'évaluation que dont vous aviez certainement discuté, qui sont des critères qui sont bien définis. Et les critères d'évaluation, c'est ça qui distingue fondamentalement l'évaluation des autres formes d'études, comme par exemple la recherche ou l'inspection, etc., parce que l'évaluation, à travers ces critères, répond à des questions spécifiques sur lesquelles il est important de s'accorder. Ensuite, les résultats attendus de l'évaluation et à quoi va servir ces résultats une fois que l'on va les obtenir. Et enfin, les ressources en matière de temps et budget qui sont disponibles pour faire cette évaluation. Donc, quand je parle ici de cohérence des choix stratégiques, c'est qu'il est important, lorsqu'on est en train de mettre en œuvre l'évaluation, de s'assurer qu'il y a un lien entre ces 5 éléments-là. Que les problèmes puissent générer les questions, que les questions soient articulées sur la base des critères qui ont été retenus. Ces critères doivent être définis par rapport à des résultats attendus de l'évaluation et tout ça doit être calibré par rapport aux ressources dont on dispose. Donc, c'est un élément qui nous semble fondamental dans la définition de la méthodologie d'évaluation. Donc, il y a un certain nombre de rapports d'évaluation que j'ai partagé avec vous et je vous invite à aller sur la plateforme de la base de données des évaluations du Bénin où il y a d'autres évaluations que vous voulez parcourir.
Mais ce qui est fondamental ici, sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est la relation entre les critères d'évaluation et les questions évaluatives. Donc ici, par exemple, pour l'évaluation de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration, on a retenu 3 critères: pertinence, cohérence, efficacité. Et pour l'analyse de la pertinence, par exemple, on dit dans quelle mesure la PONADEC répond aux enjeux de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin. Donc, cela suppose qu'il faut faire une analyse des objectifs assignés à cette politique par rapport aux enjeux de la décentralisation et de la déconcentration au Bénin. La cohérence qui est ici interprétée sous la forme de la relation entre la politique nationale de décentralisation et de déconcentration avec les orientations stratégiques de développement. Donc, par exemple, les orientations stratégiques du PND au niveau de la Côte d'Ivoire. Et puis, la question de l'efficacité qui traite de la manière dont la mise en œuvre permet d'atteindre les objectifs de déconcentration et de décentralisation qui sont retenus dans le pays. Alors, un autre exemple de politique, donc ici, c'est l'évaluation de la politique nationale d'évaluation, où on a le critère de pertinence, de cohérence et d'efficacité, avec des questions évaluatives adossées à chacun de ces critères. Donc, par exemple, au niveau du critère de la pertinence, on se pose la question de savoir quelle est la raison d'être de la politique. Pourquoi on a la politique? À quoi vise la politique? Que cherche-t-on à modifier? Quelle clientèle est visée par la mise en œuvre de la politique? Et pour ça, il faut pouvoir identifier clairement l'indicateur, les sources de données, les modèles d'évaluation, donc sources de données, par exemple, la structure auprès de laquelle les données doivent être collectées, les modèles d'intervention. Donc ici, par exemple, pour analyser la pertinence, on prévoit d'élaborer la théorie de changement de la politique. Et lorsque la théorie de changement n'existe pas, de reconstituer cette théorie de changement-là pour pouvoir comprendre quelle est la pertinence de la politique. Et puis, les outils de collecte qui sont ici des entretiens avec les parties prenantes. Donc, il est vraiment fondamental que cette matrice d'évaluation puisse être élaborée de la sorte avec la relation entre les critères, les questions d'évaluation, les indicateurs, les conditions, les sources de données, les modèles d'évaluation, les outils et les méthodes d'analyse. Ça paraît simple, mais dans l'analyse que nous faisons des rapports d'évaluation, on se rend compte qu'il y a plusieurs rapports d'évaluation dans lesquels on n'a pas cette analyse-là. Et donc, qui crée le problème dont je parlais précédemment, qui est un problème de désarticulation entre les éléments, les 5 éléments du choix stratégique dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, premier élément en matière de leçon, c'est vraiment la cohérence des choix stratégiques. Et cette cohérence des choix stratégiques peut être mise en œuvre à travers la matrice d'évaluation rigoureusement élaborée qui met le lien entre les différents éléments de la matrice d'évaluation que vous aviez certainement vu au cours de la formation. Et puis, l'autre élément très important sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est la théorie du changement. On l'a mentionné tout à l'heure quand on parlait de l'analyse de la cohérence, que la théorie du changement peut servir
à analyser la pertinence de la politique. La théorie du changement peut servir aussi à analyser l'efficacité de la politique et tous les autres critères qui sont mobilisés. Alors ici, on a un modèle de théorie du changement qui présente la raison d'être de la politique, les cibles de l'intervention, notamment puisqu'on est dans le cadre d'une politique, on a les cibles, donc les résultats à atteindre à court terme, les résultats à atteindre à moyen terme et les résultats à atteindre à long terme. En matière de résultats à atteindre à court terme, il y a par exemple l'objectif de renforcer la capacité nationale en matière d'évaluation. À moyen terme, que la culture d'évaluation soit ancrée dans les pratiques de gestion de développement au Bénin et à long terme, que la qualité de la gouvernance publique soit améliorée à tous les niveaux. Et donc, adossé à ces cibles de l'intervention, donc cibles de résultats à court, moyen, long terme, on a des objectifs de l'intervention qui sont ici éclatés en trois. Et ce qui est important, c'est que pour chacun de ces objectifs, on va avoir une série de testrants qui vont pouvoir contribuer à la mise en œuvre de ces objectifs. Donc, il y a plusieurs modèles de théorie du changement que vous aviez vus, mais en matière de méthodologie d'évaluation aujourd'hui, ça reste encore un défi dans la plupart des évaluations où on fait des évaluations sans avoir reconstitué la théorie du changement, sans avoir élaboré une théorie du changement qui est solide ou robuste et qui permet de s'assurer que la lecture que l'on a des liens de causalité entre les différents extrants, les objectifs, les résultats de moyen long terme, que tout cela est cohérent et bien articulé et qu'on peut faire une analyse convaincante sur la base de ça. C'est d'ailleurs pour ça que dans un certain nombre de réglementations aujourd'hui autour de la gestion axée sur les résultats et pour promouvoir l'évaluation, il est de plus en plus demandé que lors de la planification de l'élaboration des politiques, qu'on puisse systématiquement élaborer une théorie du changement pour ensuite faciliter la phase d'évaluation qui vient après. Le deuxième élément de leçon sur lequel j'aimerais m'appesantir un peu, c'est le choix des méthodes appropriées pour pouvoir faire cette évaluation. Et cela implique 4 éléments essentiels. Le premier élément, c'est le modèle d'évaluation que l'on veut avoir. Est-ce qu'on est sur une évaluation qualitative, une évaluation quantitative, une évaluation mixte? Est-ce qu'on est sur des modèles expérimentaux ou non, un devis expérimental ou non? Il est très important que dans la démarche, qu'on puisse clarifier ça. Et ça reste quelque chose qui n'est pas toujours clair dans les rapports d'évaluation qui sont produits dans notre zone. Les méthodes de collecte et d'analyse de données, donc les méthodes de collecte de données, notamment l'utilisation de l'entretien, de l'observation, des questionnaires, et puis l'analyse de données qui va avec, que ce soit l'analyse des données statistiques ou l'analyse des données qualitatives, qui s'appuie sur, qui est cohérent avec ces méthodes et qui est cohérent avec le modèle d'évaluation qui est proposé. Ensuite, il y a les instruments de mesure. Alors, les instruments de mesure, on a tendance à ne pas être, à bien les préciser dans la démarche évaluative, alors que si l'instrument de mesure n'est pas approprié,
on ne peut pas tirer des conclusions. C'est-à-dire, on ne peut pas utiliser 1 kilo pour aller mesurer un volume, par exemple. Donc, il faut que, quand on veut mesurer le volume d'un liquide, qu'on puisse utiliser 1 litre au lieu d'utiliser 1 kilo. Donc, c'est un peu ce genre d'élément. On ne peut pas, par exemple, sur des données qualitatives, faire une analyse purement quantitative sans prendre en compte le caractère nominal des variables, etc. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence dans le choix des instruments de mesure, sur quelle échelle on est en train de travailler et quel est l'instrument approprié pour pouvoir traduire la réalité que l'on veut mesurer. Et puis, les derniers éléments, c'est la description de l'échantillon ou la stratégie d'échantillonnage. Si on veut faire un échantillonnage raisonné, un échantillonnage par effet boule de neige ou un échantillonnage par formule quantitative, quel que soit le modèle que l'on choisit, il faut que ça soit explicité clairement par rapport aux instruments de mesure, aux méthodes de collecte et aux modèles d'évaluation. Bon, dans la méta-évaluation que nous, on a fait ici, on a utilisé un modèle d'échantillonnage raisonné. Mais cela suppose qu'on explique réellement comment est-ce qu'on a choisi les différentes catégories de personnes qui ont répondu aux questions. Donc, pourquoi on les a choisis? Pourquoi leur choix est pertinent par rapport au modèle d'évaluation que nous avions adopté, aux méthodes de collecte de données et aux instruments de mesure que nous avons choisis. Donc, c'est très important de clarifier ces éléments parce que du choix des méthodes appropriées dépend la crédibilité de l'évaluation elle-même. L'évaluation, c'est un jugement qui est porté et ce jugement va potentiellement amener à des critiques ou à des réticences. Et la seule manière de pouvoir donner de la validité à ces interprétations, c'est lorsque on est soi-même très transparent sur les méthodes, les choix des méthodes que l'on a effectuées pour que l'analyse puisse être reproductive s'il le faut et pour qu'on puisse objectivement avoir des critiques sur ce que l'on fait. La tendance, c'est parfois qu'on a, dans le cadre du rapport, on essaie de cacher des choses, de moins expliciter un certain nombre de choses pour éviter d'avoir de la critique. Donc, ça interroge encore dans une certaine manière la question de l'éthique même de l'évaluateur, qui est aussi un élément fondamental pour s'assurer que les évaluations sont crédibles et acceptées par les différentes parties prenantes. Alors, dans l'analyse que nous avions faite des évaluations au Bénin, on a, sur cette base-là, considéré 3 éléments. Donc, la cohérence des paramètres de choix stratégique, le choix des méthodes appropriées et la modélisation du processus d'évaluation. Et on se rend compte que, d'une manière générale, en matière de choix des méthodes d'évaluation dont je viens de parler, ça reste encore assez passable en matière de qualité, compte tenu de la non-spécification des éléments dont je viens de parler. Donc, c'est vraiment un appel aux évaluateurs que vous êtes de veiller à ce que lors du processus évaluatif, que ces éléments-là soient explicitement développés pour veiller à la crédibilité des évaluations. Alors, quand on prend une manière de les présenter, quand on prend par exemple l'approche méthodologique, on constate en matière de bonnes pratiques pour s'assurer que ces choix sont bien clairs, c'est que on respecte la phase de cadrage méthodologique dont j'avais parlé. Donc,
avoir clairement dans la mise en œuvre de la démarche un cadrage méthodologique du processus d'évaluation. On décrit clairement dans les rapports les étapes du processus d'évaluation et ce qui a été fait à chaque étape du processus d'évaluation. Et puis, on définit clairement la théorie du changement et la matrice d'évaluation, qui sont deux outils fondamentaux dont on avait parlé. Maintenant, un élément sur lequel il faut vraiment qu'on améliore les pratiques, c'est la spécification des éléments de choix, donc les questions d'évaluation, la raison d'être de l'intervention. Il faut que ça soit bien explicité dans le processus d'évaluation et dans le rapport d'évaluation, et ainsi que les critères d'évaluation. Donc, la non-reconstitution de la théorie du changement, qui est vraiment quelque chose qu'il faut absolument éviter dans la mise en œuvre d'une évaluation, ainsi que la non-spécification de la matrice d'évaluation lors de la mise en œuvre de l'évaluation. Et pour ça, pour que tout ça puisse être bien fait, il y a des préalables, en fait, qui sont liés au commanditaire des évaluations. Donc, il y a bien sûr l'expert qui fait l'évaluation, mais il y a aussi le commanditaire de l'évaluation. Et si l'évaluation est mal commanditée, l'expert risque de mal faire son travail. Et pour que l'évaluation soit bien commanditée, il faut que les termes de référence soient bien spécifiés. Donc, il devient urgent aujourd'hui que nous soyons bien outillés à élaborer des thèmes de référence pour que ces thèmes de référence servent vraiment de guideline pour la personne qui fait l'évaluation. L'insuffisance dans la prise en charge du processus évaluatif par les instances d'évaluation. Ça, c'est un défi politique, c'est-à-dire qu'on lance une évaluation, mais il n'y a pas suffisamment de portage politique pour l'évaluation ou de suivi de l'évaluation. Quand on commandite une évaluation, on demande à un évaluateur de venir faire l'évaluation et on laisse l'évaluateur faire tout ce qu'il veut et on l'attend juste avec un rapport final de l'évaluation, on a toutes les chances d'avoir une évaluation qui ne répond pas aux normes de qualité. Et ça, c'est un problème récurrent qui demande aussi au niveau du commanditaire qu'il y ait une capacité suffisante pour suivre l'évaluation, pour veiller à ce que toutes les étapes de l'évaluation soient respectées et que les résultats soient validés conformément aux attentes liées à l'évaluation. Et puis, la faible appropriation du guide méthodologique d'évaluation. Donc, s'il y en a, donc les guides d'évaluation ou les critères d'évaluation ou les outils, les références en matière d'évaluation, pour les pays qui n'ont pas aujourd'hui un guide méthodologique d'évaluation, il y a des références au niveau africain avec les normes standards éditées par l'AFRIA et les organisations internationales qui peuvent servir de base pour pouvoir faire ces évaluations et s'assurer qu'elles répondent au mieux aux critères qui sont exigés. Enfin, en matière des leçons, je vais terminer à ce niveau. C'est la question de la modélisation du processus d'évaluation, qui est aussi un élément très important et qui concerne trois éléments. D'abord, sur l'interprétation des résultats. Sur l'interprétation des résultats, il y a deux manières d'interpréter un résultat. C'est-à-dire, on peut présenter le résultat sur la base de la qualité mesurée. Donc, c'est des évidences, des preuves, des arguments rigoureux, des démonstrations économétriques ou mathématiques qu'on a faites qui permettent de dire que le résultat est tel et sur la base de tel élément, telle preuve, on peut interpréter le résultat de cette manière. La deuxième manière d'interpréter les résultats, c'est la qualité appréciée dans le sens que on donne des arguments implicites basés sur l'intuition ou l'expérience, c'est l'avis d'expert. Donc, c'est l'expérience même de l'évaluateur qui
qui parle. Les deux manières d'interpréter les résultats sont valides, sauf que dans la méthodologie d'évaluation, il est important de veiller à ce que ça soit clair ce que l'on est en train de faire. Si c'est l'avis qu'on est en train de donner, si c'est des arguments implicites ou si c'est une qualité mesurée, donc des évidences claires. Et quelles sont ces évidences-là? Il faut pouvoir les mettre en exergue. Et puis, au niveau de la démarche méthodologique qu'on a parlé, les questions d'évaluation et les raisons d'être de l'évaluation. Donc, en gros, l'interprétation des résultats doit être articulée par rapport à la démarche méthodologique, par rapport à la question d'évaluation et par rapport aux raisons d'être de l'évaluation. C'est-à-dire que quand on formule une recommandation à la fin de l'évaluation, dans quelle mesure cette recommandation-là tient compte d'un élément d'analyse de résultats, donc en matière de démarche méthodologique. Quel est le lien entre cette recommandation et une question d'évaluation qui a été posée et par rapport aux critères d'évaluation et comment cette recommandation vient résoudre ou apporter une solution par rapport aux attentes portées à l'évaluation. Donc, l'idée, c'est que l'interprétation et les recommandations soient articulées à chacun de ces éléments du processus d'évaluation. Et donc, articulées par rapport à la théorie du changement, articulées par rapport à la matrice d'évaluation et articulées par rapport aux critères d'évaluation pour s'assurer qu'il y a une cohérence d'ensemble dans les interprétations et les recommandations qui sont formulées. Donc, une bonne manière de le faire, c'est par exemple de porter les jugements par critères d'évaluation. Donc, pour chaque critère, on dit quelle est l'appréciation qu'on a de la politique. Est-ce que c'est une politique qui est pertinente? Est-ce que c'est une politique qui est cohérente? Et porter ce jugement-là spécifiquement sur chacun de ces critères. Les mauvaises pratiques en la matière, c'est parfois trop d'arguments sans évidence. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de donner des interprétations qui ne sont pas basées sur des analyses évidentes, sur des évidences ou sur des preuves qui ont été montrées. La non-identification des réponses aux questions évaluatives dans les rapports. Donc, quand on a une question évaluative à la fin de l'évaluation, on a des interprétations, on a des recommandations, mais on ne voit pas nécessairement le lien entre ces interprétations-là et les résultats, entre ces interprétations et les questions évaluatives qui ont été posées à la base. Jugement non crédible de l'efficience des interventions dans plusieurs rapports parce que justement ces interprétations n'ont pas été rapportées réellement aux ressources qui ont été mobilisées pour mesurer le rapport entre les résultats obtenus et les ressources qui ont été mobilisées. Et puis la faible justification de la pertinence des interventions par rapport aux besoins des bénéficiaires. Et tout ça, ça rejoint encore les éléments de prérequis dont j'avais parlé précédemment, qui est la question de la spécification des thèmes de référence, la prise en charge du processus évaluatif par les instances d'évaluation et l'appropriation des référents méthodologiques en matière d'évaluation. Alors, en gros, pour me résumer, je vous invite vraiment à relire les exemples de rapports d'évaluation que j'ai soumis à votre appréciation. Et pour chacun de ces rapports d'évaluation, l'idée, c'est de vous poser la question jusqu'à quel niveau les choix stratégiques ont été bien faits.
c'est-à-dire dans quel niveau les problèmes à régler, les questions évaluatives, critères d'évaluation, résultats attendus, ressources sont articulés les uns par rapport aux autres, dans quelle mesure les choix des méthodes sont appropriés et dans quelle mesure la modélisation du processus d'évaluation ou le devis évaluatif a été bien articulé pour vraiment convaincre de la mise en œuvre de l'évaluation. Alors, donc, je pense pour à la fois des commanditaires que pour les évaluations, ces trois critères peuvent servir de guide pour s'assurer que à chaque évaluation, on a une méthodologie qui, dans l'ensemble, est suffisamment crédible pour faciliter l'utilisation des résultats de l'évaluation. Donc, je vais m'arrêter là, Monsieur Kouakou, et j'espère que je pourrais avoir des questions, quelques commentaires pour clarifier des points d'ombre. Merci beaucoup pour votre attention. Allô? 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 Allô, oui. Ah oui. Vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Oui, le micro est activé. Vous m'entendez? Oui, oui. Voilà, donc je disais que je vais... Allô? Je disais que je vais laisser la parole pour les questions. Donc, dans l'Assemblée, s'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Une question exposée qui Vous m'entendez? Allô? Non, non, je n'entends pas, non. Bon, je vais essayer de parler un peu plus fort, puisque c'est le micro du laptop qui capte donc les voix. Je ne sais pas si vous entendez mieux à présent. Non. Soit les autres, tu vas te réveiller, soit c'est le micro là-bas. Bon, j'ai différentes questions. Déjà, puisque la présentation s'inscrit beaucoup donc cas pratiques pertinents avérés donc au Bénin. Et de l'exposer, la première préoccupation en question, c'est est-ce que dans le cas du Bénin, donc le métier d'évaluation n'est pas plutôt institutionnalisé là-bas, parce qu'en fait, au regard de la démarche, on voit toute la rigueur, l'organisation, l'exigence que ça requiert, et donc en termes d'efficacité dans la pratique, si tel est le cas, c'est peut-être un nombre de recommandations à considérer. Deuxièmement, est-ce que vous avez entendu la... Non, est-ce que vous pouvez répéter la question? Je n'ai pas bien entendu. Oui, le métier d'évaluation, dans le cas du Bénin. Monsieur Kouakou peut me répéter, puisque j'entends mieux Monsieur Kouakou en fait. Voilà, donc il disait que est-ce que le métier d'évaluation au Bénin est institutionnalisé? Ah, ok, d'accord. Deuxièmement, vous avez indiqué que vous faites la différence entre l'évaluation des programmes et l'évaluation des politiques.
Sinon, même Non. La deuxième question. La deuxième question, vous aviez indiqué que… Alors, la deuxième question, vous avez indiqué que l'évaluation des programmes est différente de l'évaluation des politiques. C'est ça. Et donc, j'apprécierais que vous nous précisiez un peu donc, les particularités. Donc, quelle est la différence fondamentale? OK, excellent. Troisièmement, dans les exemples que vous avez montrés, il y a eu une sélection de critères et non pas l'ensemble des critères comme ça nous a été présenté ici. Donc, et bien que ces différents critères-là peuvent être des angles d'appréciation d'une évaluation, ça semble ne pas être une obligation ou c'est fonction donc de l'évaluation à mener qu'on se limiterait à quelques critères. Alors, la question c'est pourquoi ne pas aborder la totalité plutôt que d'être sélectif? Ensuite, bon, j'en ai pas mal. Hein. La théorie du changement, pour ce que je comprends, est-ce que c'est seulement pendant l'évaluation qu'on la développe ou alors déjà dans la définition de la politique, ça ne devrait pas être déjà défini par là-bas? Et aussi, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt que ce soit donc dans l'évaluation ex ante que ce soit plus pertinent plutôt que ex post, parce que bon, ben, ça contribue au succès donc des projets, des programmes. Donc, est-ce que c'est seulement au moment de l'évaluation que ça doit être mené ou alors c'est simplement parce que c'est une exigence afin donc de pouvoir bien mener la mission d'évaluation. Bon, le dernier point, ce n'est pas… Enfin, donc, la notion de rentabilité, est-ce que c'est applicable dans l'évaluation des politiques comme on peut le comprendre dans l'évaluation des projets? Je n'ai pas vu ça comme critère et c'est une question que je me pose. Donc, voilà les préoccupations. Okay. Merci beaucoup, M. Gomba. Donc, je vais prendre toutes les questions et après vous laisser répondre. Oui. OK. Donc, monsieur le coordinateur, oui. La proposition est que, vu qu'on a quand même quelques soucis de transmission, on va procéder question par question. Donc, si déjà vous pouvez répondre à cette série et on passera pour les autres. Merci. OK. Merci beaucoup pour la question. C'est très apprécié. Merci infiniment. Pour la première question, est-ce que le métier de l'évaluation est institutionnalisé au Bénin? La réponse est non. En fait, l'évaluation elle-même est institutionnalisée. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a au Bénin une politique nationale d'évaluation qui dit comment l'évaluation doit être faite au Bénin, quels sont comment est-ce que les plans nationaux d'évaluation, les priorités en matière d'évaluation doivent être définies, quels sont les critères d'évaluation, quelle est la définition nationale d'évaluation, etc., etc. Donc, il y a une politique nationale d'évaluation. Il y a un bureau, il y a un conseil national d'évaluation qui existe, qui est chargé d'orienter la définition des priorités nationales en matière d'évaluation et de s'assurer que ces priorités sont alignées par rapport aux priorités en matière d'intervention de l'État et de faciliter la coordination de la mise en œuvre des évaluations. Et adossé au conseil, il y a le bureau qui est en charge, qui est un peu le bras technique du conseil, qui est chargé de renforcer les capacités en évaluation, de mettre en œuvre les évaluations ou d'appuyer les ministères dans la mise en œuvre des évaluations. Donc, sur ce plan-là, on peut dire que l'évaluation est institutionnalisée au Bénin. Mais par contre,
il n'y a pas, bon, il y a aussi des formations diplômantes au Bénin. Il y a par exemple l'école, le African School of Economy, qui offre des programmes en évaluation d'impact. Donc, il y a des diplômes qu'on peut obtenir en matière d'évaluation au Bénin. Mais il n'y a pas un organe d'accréditation des évaluateurs. Et donc, dans ce sens-là, il n'y a pas le métier d'évaluateur n'est pas en soi institutionnalisé. Donc, ça reste un chantier. Et il faut voir que, contrairement à la Côte d'Ivoire, par exemple, au Bénin, l'évaluation n'est pas inscrite dans la Constitution. Et puis, il n'y a pas de prérogative très claire attribuée au Parlement, à la Cour des comptes, à l'Inspection générale de l'État pour faire des évaluations, comme ce qui est le cas au niveau de la Côte d'Ivoire. Au Bénin, ça a été une décision du chef de l'État de mettre en place un conseil national et un bureau d'évaluation, et cela a été fait de cette manière-là. Donc, c'est l'évaluation est institutionnalisée, mais le métier d'évaluateur n'est pas en soi institutionnalisé. L'évaluation des programmes par rapport à l'évaluation des politiques, oui, il y a une différence entre les deux, même si dans la démarche, on utilise les mêmes outils dont on a parlé. Sur le plan conceptuel et épistémologique, il y a une différence fondamentale entre les deux. Étant donné que la politique, par définition, englobe une série de programmes, la politique est à un niveau, vous m'entendez? Étant donné que la politique englobe une série de programmes, la politique est à un niveau de complexité plus élevé que le programme. Les programmes permettent de mettre en œuvre des politiques, des objectifs définis dans les politiques, et donc l'analyse de la politique touche à un niveau de complexité beaucoup plus important que le niveau du programme. Quand on fait par exemple l'évaluation du programme de sécurité alimentaire, c'est un programme qui regroupe un certain nombre de projets qui constituent le programme. Donc, les objectifs du programme sont déclinés en des projets qui sont la mise en œuvre du programme. Donc, quand on fait l'analyse, l'évaluation du programme, on est en train de faire l'évaluation de tous les projets qui constituent le programme. On peut aussi faire l'évaluation du projet, qui est l'élément constitutif du programme. Mais quand on est à l'évaluation des politiques, de la politique, normalement, quand on prend par exemple la politique agricole commune ou la politique agricole d'une manière générale, il faut pouvoir, dans la politique agricole, faire l'analyse en tenant compte des programmes d'appui à la production agricole, des programmes d'appui à l'accès, par exemple, aux intrants, des programmes d'appui à la sécurité alimentaire qui peuvent être une composante de cette politique globale. Donc, avec l'évaluation de la politique publique, on est à un niveau d'abstraction plus élevé. Sauf que, étant donné que ça demande quand même beaucoup de ressources et de données, on est souvent tenté à faire des évaluations des composantes, des éléments de la politique, plutôt que l'évaluation de la politique elle-même. Donc, dans la plupart des cas, on est plutôt sur l'évaluation des programmes ou des projets, plutôt que d'évaluer la politique dans son ensemble, qui est beaucoup plus complexe. Si la réponse ne répond pas à la question, prière de me relancer là-dessus. Alors, la troisième question, c'est la théorie du changement. Est-ce que la théorie du changement est élaborée seulement pendant l'évaluation? Non. La théorie du changement, c'est aussi un outil de planification, de définition. Quand on a fait
des problèmes lab, des solutions. Quand on élabore la chaîne de résultats, on est en train de travailler sur la théorie du changement. Donc, on développe la théorie du changement pour nous assurer qu'on a une conception du projet ou de la politique qui tient compte de la connaissance qu'on a actuelle dans le domaine et qui permet de faire vraiment l'analyse des liens de causalité. Si je veux réduire les maladies liées au tabagisme, je dois savoir sur quoi je dois agir pour réduire l'incidence des maladies liées au tabagisme. Donc, je dois agir sur la distribution du tabac, je dois agir sur la tarification du tabac, je dois agir sur un certain nombre d'éléments qui me permettent d'influencer la consommation du tabac et par-delà la consommation du tabac, l'incidence des maladies liées au tabagisme. Alors, pour pouvoir faire cette analyse de cause à effet, lorsque je suis en train de concevoir la politique, pour m'assurer que j'ai des composantes pertinentes dans ma politique, je dois élaborer une théorie du changement, qui est en fait mon postulat des effets de cause à effet qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs, ma finalité. Donc, cette analyse est fondamentale lorsqu'on est en train de faire la conception ou la planification de la politique. Maintenant, quand on vient au moment de l'évaluation, la théorie du changement est aussi très utile pour pouvoir faire l'analyse des causes, des relations de cause à effet. Et c'est pour ça que je disais, dans les politiques où, quand on va pour faire l'évaluation, on constate qu'il n'y a pas de théorie du changement parce qu'on n'avait pas pensé à l'élaborer, il faut que l'évaluateur puisse constituer la théorie du changement, puisse s'asseoir en atelier avec les différentes parties prenantes pour pouvoir élaborer la théorie du changement avec eux, pour comprendre leur logique, comment est-ce qu'ils ont conçu la politique en fait. Et même s'il y a une théorie du changement qui est élaborée, cette théorie du changement va servir à l'analyse. Et là, on peut reconstituer encore cette théorie du changement pour voir si la manière dont on conçoit le programme aujourd'hui est toujours cohérent avec la manière dont ça a été conçu au départ. Donc, vous voyez que la théorie du changement devient un outil fondamental pour le planificateur, aussi bien que pour l'évaluateur de la politique. Est-ce que la théorie du changement est seulement pertinente plutôt dans l'évaluation ex ante? Pas seulement. Elle est pertinente dans l'évaluation ex ante, vous avez raison, mais elle est tout aussi pertinente dans l'évaluation ex post. Quand l'intervention est terminée et que je viens, si je veux faire l'évaluation finale de ma politique, un des premiers éléments que je demande, c'est la théorie du changement qu'il y a. Et si je veux faire l'analyse de la pertinence, vous voyez dans les exemples que j'ai présentés, le premier exemple qui porte sur la déconcentration et la décentralisation, c'est une évaluation ex ante. C'est une évaluation pour voir comment est-ce que les éléments prévus dans le programme peuvent permettre d'atteindre leur objectif. Donc, si vous voyez les questions évaluatives ici, c'est des questions d'évaluation ex ante. Par exemple, on a la question dans quelle mesure la politique répond aux enjeux de décentralisation. Dans sa forme actuelle, le dispositif institutionnel proposé permet-il de répondre efficacement aux enjeux de la déconcentration et de la décentralisation? Donc, on est en évaluation ex ante, on est en train de voir est-ce que ce qui est proposé, ce à quoi on est en train de penser, est-ce que ça peut résoudre le problème? Par contre, dans le second évaluation, on est dans une évaluation ex post. Donc, on est en train de voir est-ce que, dans quelle mesure la mise en œuvre de la PNE a contribué à l'institutionnalisation de l'évaluation. Donc, dans quelle mesure l'action qui a été posée a permis d'atteindre l'objectif qui a été visé. Donc là, dans ce cadre-là, on est dans une évaluation ex post. Et dans les deux cas,
la théorie du changement peut vraiment servir. Est-ce que la rentabilité, l'analyse de la rentabilité comme critère est applicable à l'évaluation des politiques? Et cela touche à la question des critères d'évaluation d'une manière générale. Alors, les critères d'évaluation, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il y a les critères de l'OCDE, comme vous le saviez, mais il y a aussi les critères nationaux d'évaluation. Pour les pays qui ont un standard d'évaluation, qui ont, par exemple, une politique nationale d'évaluation, ces pays ont leurs propres critères d'évaluation. Par exemple, le Bénin a ses propres critères d'évaluation. Quand vous prenez le guide national d'évaluation, vous avez les critères d'évaluation du Bénin. Et ce sont ces critères qu'un évaluateur qui travaille au Bénin doit utiliser pour faire des évaluations. Et ces critères prennent les critères de l'OCDE, mais y ajoutent d'autres critères. Par exemple, les critères de la culture. Donc, au Bénin, c'est un critère d'évaluation, c'est-à-dire que tout ce qui se fait en matière d'intervention, dans quelle mesure c'est cohérent avec la culture nationale, c'est cohérent avec les pratiques culturelles, dans quelle mesure les interventions de développement sont cohérentes avec les pratiques culturelles. C'est un élément d'évaluation au niveau du Bénin. Il y a par exemple le critère de sensibilité par rapport au genre. Dans quelle mesure le programme est sensible au genre? Donc ça, c'est des éléments des critères qui peuvent être ajoutés par certaines organisations ou par certains pays à la liste de leurs critères. Donc, du coup, ça fait que vous pouvez avoir plusieurs critères d'évaluation et lorsque vous allez faire l'évaluation, vous devez trouver la cohérence, et c'est pour ça que nous parlons du choix stratégique, c'est-à-dire que la question fondamentale à se poser, c'est qu'est-ce que nous voulons faire de l'évaluation? Si nous répondons bien à cette question, pourquoi nous voulons évaluer et qu'est-ce que nous voulons faire de cette évaluation, nous allons aller choisir les critères d'évaluation en fonction de ce que nous voulons faire. Si je n'ai pas besoin d'analyser la pertinence de l'évaluation, je ne suis pas obligé de l'avoir dans mon évaluation. Si mon intérêt, c'est plutôt sur l'efficacité, la durabilité ou la cohérence de l'évaluation, je suis libre de rétrécir mon évaluation sur ces critères-là. Donc, ce qui est important, c'est vraiment le choix stratégique parce qu'il y a des ressources qui sont là et qui sont limitées, des budgets qui sont limités, du temps qui est limité. Si l'évaluation dure trop longtemps, le temps de l'évaluation va être décalé par rapport au temps du politique. Si le politique a besoin de prendre une décision aujourd'hui, il n'a pas besoin que vous lui fassiez une évaluation qui va durer 2 ans. Donc, du coup, vous devez trouver des critères qui permettent de répondre aux problèmes qu'il veut résoudre et qui permettent de faire l'évaluation dans cette période du temps-là qui est consacrée pour la prise de décision. Et donc, c'est ce choix-là qui est important et on fait le choix de nos critères d'évaluation en fonction de ces éléments stratégiques. Voilà pour mes tentatives de réponse à la question. Si ce n'est pas clair, prière de rebondir, s'il vous plaît. OK. Allô? Oui. Vous m'entendez toujours? Oui, on vous entend, mais... OK, d'accord. Il y a une interférence. Bien. Juste, on va sur le coup. OK, je suis Yao Pascal de l'inspection générale d'État.
J'ai deux préoccupations. OK. La première préoccupation porte une question de compréhension d'un document que vous avez évoqué, sur lequel vous vous avez appuyé pour procéder à l'évaluation au niveau du Bénin. Il s'agit de la triangulation des données. Je voudrais que vous m'aidiez à mieux comprendre cette question, la triangulation des données. Comment procède-t-on? Vous avez évoqué, mais je n'ai pas bien saisi. Si vous pouvez un peu revenir là-dessus. Excellent. Ma deuxième préoccupation concerne le type d'évaluation. Lorsque, parmi les graphiques que vous avez présentés, nous nous sommes rendus compte que la plupart des évaluations portaient sur des projets et programmes. C'est ça. Mais on se rend compte qu'au Bénin, l'évaluation d'impact est très faible. C'est ça. Alors, comment comprendre cela? Puisque pour nous, depuis hier, depuis avant-hier que nous sommes là, le Bénin c'était un exemple comme un modèle en matière d'évaluation. Et mettant l'accent sur les projets et programmes qui sont évalués, on se rend compte que finalement, le Bénin ne cherche pas l'impact des programmes et projets qu'il met en place. Alors, comment expliquer cela? Est-ce un choix? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. C'est très apprécié, ces questions. Alors, la première question sur la triangulation des données, c'est un élément très fondamental dans la méthodologie. Alors, ça se fait de deux manières. La première manière de le faire, c'est au niveau de la collecte de données, comme je disais. Donc, je suis en train de faire une évaluation, donc je dois aller faire des entretiens pour demander, par exemple, aux gens si le projet, donc, par exemple, le puits qui a été construit, si le puits là, ça leur a vraiment permis d'améliorer leur accès à l'eau potable. Donc, je vais le voir et je lui dis, est-ce que ce puits-là vous permet d'avoir, au cours de l'année, de l'eau potable tous les jours? Alors, il va dire oui. Il va dire oui, ou bien il va dire non. Il peut dire oui parce que c'est vrai, ça lui donne l'eau tous les jours. Comme il peut dire oui parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un, ou il va dire oui parce que il pense que s'il dit oui, ça va me faire plaisir, moi qui est l'évaluateur, il va vouloir me faire plaisir, donc il va me dire ce que je veux entendre, ce qu'il pense que je veux entendre. Ou bien il va dire oui parce qu'il connaît la personne qui a créé le puits et il ne veut pas mettre cette personne-là en difficulté. Donc, par solidarité à cette personne, il va me dire oui, le puits est super, le puits donne de l'eau tous les jours. Donc, quand je suis en face avec quelqu'un, l'information que j'ai, c'est une donnée brute. Cette donnée brute a un niveau de fiabilité qui n'est pas toujours avéré, compte tenu de l'instrumentalisation que l'on peut faire du processus d'évaluation. Alors, pour moi, l'évaluateur, il est important que je puisse trianguler cette information avec d'autres informations. Donc, je peux le faire de plusieurs manières. Je lui ai posé la question aujourd'hui. Peut-être parce qu'il est content, il a dit oui. Je reviens demain ou 2 jours après à une autre date, à une autre heure. Je lui repose la même question et je vais voir sa réponse. S'il donne la même réponse ou s'il donne une autre réponse. Et ça, c'est une manière de trianguler l'information. Ou bien, je lui ai posé la question, il dit oui, ensuite, je vais voir son voisin et je pose la même question à son voisin et j'essaie de voir si les deux donnent la même information. Ou bien, je pose la question dans le cadre d'un entretien, donc un entretien libre
où je n'ai pas de questionnaire, je viens juste, je m'assois, je discute tranquillement, on boit le café et puis au cours de la discussion, je glisse la question et dans le feu de la discussion, il répond. Et puis, je reviens après avec un questionnaire où la question est écrite clairement et je lui demande de cocher et là, il coche. Donc, j'utilise plusieurs techniques de collecte de données, entretien, questionnaire, ou bien moi-même, je viens une fois, je m'assieds et j'observe, j'essaie de voir ceux qui viennent utiliser le puits, est-ce qu'ils viennent régulièrement, est-ce que l'eau est toujours là? Je viens aujourd'hui, je viens deux mois après, je viens 3 mois après pour vérifier s'il y a toujours de l'eau dans le puits. Donc, j'utilise une technique d'observation pour essayer de trianguler l'information avec ce que j'ai au niveau de l'entretien. Donc, il y a toute cette manière-là de faire pour s'assurer que les informations que j'ai ont un certain niveau de fiabilité. Et ça, c'est ce que je fais au niveau de la collecte de données pour pouvoir trianguler les données. Maintenant, quand je viens aussi au niveau de l'analyse des données, quand je prends les données que je vais les analyser, je ne vais pas seulement prendre les données des entretiens et les analyser, mais je vais prendre les données des entretiens, une fois les avoir analysées, je vais les trianguler avec d'autres sources de données pour voir quelle est la cohérence des informations. Et lorsqu'il n'y a pas de cohérence, je vais chercher à creuser davantage pour essayer d'aller vers la vérité, en fait. Donc, c'est cette stratégie-là que nous appelons ici la triangulation. Donc, c'est comme un triangle. Donc, on essaie de recouper les informations entre elles en utilisant différentes techniques ou différentes sources pour voir. Donc, si, par exemple, je cherche des données sur la pauvreté, je vais sur le site de la Banque mondiale. J'essaie de voir à Divo quel est le niveau de pauvreté dans la préfecture de Divo. J'ai un élément de statistique qui est de la Banque mondiale. Je dois aller trianguler ça avec les données de la statistique nationale de la Côte d'Ivoire. Et je dois essayer de trianguler ça avec des données, des informations de questionnaires, par exemple, sur le terrain, pour voir si ces données-là sont vraiment fiables. Donc, c'est cet exercice-là qui est ici traduit en matière de triangulation. Alors, l'autre question, c'est sur la typologie d'évaluation. Pourquoi l'évaluation d'impact est faible au Bénin? Alors, il faut dire que d'une manière générale, l'évaluation d'impact, surtout à un niveau de politique, est très, très compliquée. Est très, très compliquée. L'évaluation d'impact, c'est un peu plus facile de le faire à un niveau micro sur des projets, mais quand ça vient sur un niveau politique, ça devient compliqué. Parce que, comme vous le savez, en matière d'évaluation d'impact, on veut voir la transformation réelle apportée par le projet ou par la politique et pouvoir attribuer l'effet d'amélioration à la politique et non pas à d'autres politiques ou à d'autres interventions. Donc, quand on dit, par exemple, que le niveau de pauvreté en Côte d'Ivoire a baissé, est-ce qu'on va l'attribuer, cette baisse du niveau de pauvreté, à la politique agricole? Ou quelle est la contribution de la politique agricole dans la baisse de ce niveau de pauvreté? Et qu'est-ce que la politique agricole a eu comme effet sur l'économie? Donc, c'est des analyses qui demandent d'avoir des données, de collecter des données avant, pendant et après le projet, d'avoir un groupe témoin et un groupe donc, qui bénéficie du projet, de la politique, et un autre groupe qui ne bénéficie pas de la politique. Et en termes de politique, c'est très difficile de pouvoir identifier des groupes qui vont bénéficier de la politique, des groupes qui ne bénéficient pas de la politique, et de pouvoir faire la comparaison entre les deux
pour dire que voilà l'effet identifié de la politique sur l'amélioration du revenu. Donc, en matière de méthode rigoureuse d'évaluation d'impact, c'est assez difficile. C'est ce qui explique qu'on a très peu d'évaluation d'impact. Donc, ça explique pourquoi on a peu d'évaluation d'impact au Bénin. Bon, pour l'anecdote, hein, nous sommes actuellement en train de travailler avec la BOAD pour développer un outil. Donc, on a déjà développé l'outil, on est en train de le tester. C'est un outil on appelle évaluation d'impact rapide. Évaluation d'impact rapide parce qu'on veut utiliser des méthodes qualitatives donc pour essayer de voir quelle est l'amélioration produite par une intervention sur les populations, sans utiliser les méthodes économétriques qu'on connaît d'habitude. Tout simplement parce que la BOAD avait beaucoup investi dans le développement des méthodes d'évaluation d'impact. Et la BOAD s'est rendu compte que après ces investissements de millions de francs CFA, les résultats n'ont pas été probants parce que parfois les données ne sont pas statistiquement utilisables. Donc, du coup, on n'arrive pas à faire l'analyse jusqu'au bout. Ou bien le temps même de mettre en œuvre une évaluation d'impact, de créer le groupe témoin, d'observer la mise en œuvre de l'intervention, de revenir après pour essayer de vérifier l'effet, ça prend tellement de temps que ça, en matière de prise de décision politique, ça pose un certain nombre de défis. Et donc, c'est pour cela qu'ils ont désormais choisi d'aller vers des méthodes beaucoup plus simples, beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus rapides, en fait, qui permettent d'informer le décideur des effets d'une politique. Alors, les puristes de l'évaluation d'impact vont dire que ce n'est pas rigoureux, mais en matière de politique publique, ça a aussi son importance parce que ça permet quand même d'informer sur l'efficacité ou non d'une politique. On l'a appliqué en Guinée-Bissau sur le programme régional de sécurité alimentaire où on a fait une évaluation d'impact rapide qui a duré 6 mois pour pouvoir informer la banque sur les effets de ce programme-là sur les populations. Donc, c'est des méthodes nouvelles qui sont en train d'être développées pour réduire la difficulté méthodologique liée à l'évaluation d'impact pour qu'on puisse faire davantage d'évaluation d'impact. Sinon, les méthodes qui existent jusque-là, qui sont des méthodes de randomisation, d'essais, etc., avec création de groupes témoins, etc., c'est tellement lourd, tellement coûteux qu'on a vraiment du mal à les mettre en œuvre, ce qui explique qu'il y en a très peu. Maintenant, l'autre élément, c'est aussi qu'au niveau du Bénin, la classification qu'on a montrée s'explique aussi par le fait que le Bénin n'avait pas institué l'évaluation ex ante comme ça a été institué au niveau du Togo ou au niveau de la Côte d'Ivoire. Au niveau du Togo, un programme d'investissement, un projet d'investissement prioritaire, un programme prioritaire d'investissement ne peut pas être inscrit au budget de l'État si ça n'a pas fait l'évaluation, si ça n'a pas fait l'effet d'une évaluation ex ante. Donc, ça fait que le nombre d'évaluations ex ante a augmenté depuis 2 ans au niveau du Togo à cause de cette instruction-là. Donc, le choix politique aussi peut influencer cette classification, mais aussi les enjeux méthodologiques influencent aussi le fait qu'on a très peu d'évaluation d'impact. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur, pour le temps que vous avez bien voulu accorder
à ce panel. Et nous avons sollicité juste pour 1 heure, mais on voit que, vu l'intérêt de la question, on a un peu débordé. On ne va pas trop vous solliciter. On sait qu'aujourd'hui, c'est vendredi à Dakar, l'embouteillage. C'est vraiment qu'il y a d'autres également urgences au niveau du centre. Donc, au nom n'est pas de tous les participants et toutes les participantes, je voudrais vraiment vous dire merci pour votre disponibilité et surtout vraiment pour la qualité de l'information que vous avez transmise. On espère que à la fin de la COVID, on pourra mieux voyager et vraiment vous reviendrez encore en Côte d'Ivoire et nous aussi pourquoi pas aller aussi au Sénat à Dakar pour encore renforcer nos capacités. En tout cas, merci beaucoup. On salue tous les collègues du CLIR. Merci beaucoup. Je tiens vraiment à dire un grand merci à vous-même, à Desival pour le travail qui se fait, mais surtout aux inspecteurs, parce que c'est très, très important pour nous que nos inspecteurs s'approprient la culture de l'évaluation pour influencer sur les décisions en matière d'allocation budgétaire, de suivi de nos politiques et des interventions de l'État. C'est un enjeu aujourd'hui sociétal très important pour nous. Et donc, je suis très, très content de savoir que nos inspecteurs ont ont aménagé leur temps pour pouvoir suivre cette formation. Je vous y encourage et vous souhaite bonne chance, bonne continuation sur ce chantier de l'évaluation. Et le CLIR est toujours disponible à collaborer avec M. Kwaku, l'association Désir, pour faire avancer cet agenda-là en Côte d'Ivoire. Merci infiniment à vous tous.